Il y a des choses dans les ventes aux enchères immobilières que personne ne vous explique. Des pratiques qui sont parfois illégales, parfois à la limite, et parfois simplement invisibles pour un débutant. Je parle ici des ventes rendues volontairement discrètes, voire invisibles, des informations bloquées, des concurrents qui vous intimident, ou encore des personnes qui essaient de prendre possession d'un bien beaucoup trop tôt. Si tu investis dans les ventes aux enchères sans connaître ces pratiques, tu peux passer à côté d'une affaire ou pire, tu peux te faire manipuler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les pratiques que j'ai subies, que j'ai vues, que j'ai observées en plus de 10 ans d'expérience dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de t'encourager de reproduire ces pratiques. Au contraire, je veux que tu saches que ces pratiques-là existent et que tu évites de te faire manipuler. Les ventes aux enchères attirent de plus en plus de monde. Ça, c'est indéniable, je le vois. Je vois le nombre de messages que je reçois, les questions qu'on me pose. Et malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont naïfs et qui ne savent pas que derrière le cadre qui est mis en avant au niveau des ventes aux enchères, donc la pratique des ventes aux enchères, c'est une des pratiques les plus encadrées, mais il y a des activités, des pratiques qui restent cachées, qui restent méconnues de la plupart des gens. Même des gens qui ont déjà acheté 2 ou 3 fois dans les ventes aux enchères, mais qui ne connaissent pas ces pratiques-là. Donc, comment moi je suis arrivé à prendre connaissance de ces pratiques-là euh, sans être impliqué dans ces pratiques-là? C'est tout simplement ma curiosité. C'est tout simplement le fait que quand je me suis lancé dans les ventes aux enchères, j'ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux, j'ai passé beaucoup de temps à aller visiter les différents biens à droite, à gauche, notamment sur l'ensemble de la région parisienne. Donc, avant d'acheter dans les ventes aux enchères, quand j'ai commencé au début, je passais mes vacances à traîner dans les audiences d'adjudication, à aller visiter les biens à droite, à gauche, à collecter des informations, à parler avec les gens. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ces pratiques-là. Et j'ai aussi observé par moi-même le fait que tu participes à des ventes aux enchères, tu participes à des visites, tu vois les comportements de chacun. Et surtout dans le milieu, en tout cas à l'époque, dans le milieu des ventes aux enchères, c'est que pour te partager une information, il faut que tu sois un peu un initié, quelqu'un qu'on voit régulièrement. Et donc à l'époque, quand j'ai commencé, je passais beaucoup de temps au tribunal de Bobigny, je passais également pas mal de temps au tribunal de Créteil, où là en fait j'étais devenu en quelque sorte un habitué parce que pendant mes vacances, je venais souvent dans ces tribunaux justement donc pour voir comment ça fonctionne, apprendre comment ça fonctionne et mes premiers achats ils se sont opérés dans ces tribunaux-là. Donc qu'est-ce que c'est que ces pratiques-là? Cette vidéo n'est pas du tout préparée, n'est pas du tout structurée, je vais juste parler comme si je parlais à un ami et je vais tout simplement dire les anecdotes qui me viennent et les pratiques que j'ai trouvées limites qui me viennent à l'esprit. J'ai pas préparé, probablement qu'il y en a d'autres, je ferai peut-être une partie 2 et c'est sûr que je vais en oublier. Donc premièrement, la première pratique que j'ai vue et qui m'a un peu choqué, c'est que des fois, il y a certains avocats qui font exprès de rendre les documents difficiles d'accès. Je m'explique, ça peut être par exemple des avocats qui mettent un bien en vente, mais ils ne mettent pas sur les différentes plateformes en ligne le cahier de conditions de vente, le PVD, les diagnostics. Et quand tu demandes d'accéder à ces documents par courriel, ils refusent. Ils te disent qu'il faut te rendre au tribunal. Donc, ça, c'est une pratique que j'ai vue et il y a toujours des avocats qui font ça. Et honnêtement, derrière ça, je dis pas que c'est souvent lié au fait qu'en contact avec des marchands de biens assez établis et qui demandent de limiter l'information pour décourager les gens à enchérir,
Mais il y a aussi des fois, je pense que la plupart des avocats, certains ont juste la flemme de faire bien les choses. Parce que avant de mettre un cahier de conditions de vente en ligne, il faut faire ce qu'ils appellent en anglais redacted. J'ai oublié le mot en français, mais comme en fait effacer les informations personnelles des gens. Et donc ça prend du temps. La plupart, en fait, certains avocats sont toujours à l'ancienne, ils font ça à la main, alors qu'il y a des logiciels qui peuvent faire ça assez rapidement. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues. Et des fois même, tu peux te rendre au tribunal et en fait, le cahier de conditions de vente était complet. Par exemple, il va manquer les diagnostics et les diagnostics vont être versés au dossier au dernier moment. Donc toi, tu as manqué une grande partie des informations et donc tu ne peux pas enchérir. Et ça, par contre, quand il y a ce genre de pratique, je suis, on va dire, à 85% convaincu qu'il y a une entente entre un avocat et un gros marchand de biens qui veut s'accaparer un bien, notamment dans des tribunaux un peu limites, notamment, bah, je vais pas donner, je vais pas donner en fait, je vais pas donner le tribunal en question, mais ceux qui pratiquent les enchères savent qu'il y a des tribunaux qui sont un peu à la limite. Donc, l'autre pratique qui est aussi en lien avec ça, c'est les biens qui sont parfois rendus invisibles au commun des mortels. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que la loi, ce qui est dit, c'est que lorsqu'un bien va être mis en vente aux enchères, l'avocat poursuivant doit faire trois choses. Premièrement, il doit afficher le bien au niveau du tribunal judiciaire qui va opérer la vente. Il doit mettre un panneau, un avis de vente dans le quartier ou à côté du bien qui va être mis en vente et il doit faire une publication au niveau d'un journal d'annonce légale. Et ce qui se passe souvent, c'est que il y a des avocats. Encore une fois, je ne peux pas dire si c'est fait de manière intentionnelle ou c'est tout simplement une mauvaise pratique ou tout simplement de la fainéantise où ils vont faire le strict minimum. Donc, ils vont jamais publier le bien en ligne. Ils ne vont pas le publier dans un journal d'annonce légale qui est connu. Donc, ils vont prendre le journal, un tout petit journal qui est peut-être lu par les initiés. Ils vont le publier là et donc le bien va passer inaperçu. Regardez, admettons, le bien que je vous ai présenté la semaine dernière. C'est un bien qui n'était pas sur les grandes plateformes de vente aux enchères. Et pourtant, c'est un bien qui va être vendu qui s'est vendu au tribunal de Dax. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, il y a des biens qui passent sous le radar. Et donc, ça, j'en ai fait ma spécialité. Ma spécialité de les identifier en amont et de pouvoir me positionner ou positionner des gens de mon entourage sur ce type de bien. Il y a des façons de le faire. Je verrai si je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment je m'y prends pour les identifier. Ensuite, l'autre pratique, c'est c'est une pratique qui est assez drôle. Ça m'est arrivé une fois. C'est en fait des avocats poursuivants qui travaillent avec des gros marchands de biens ou en fait qui sont là tout simplement pour renseigner les marchands de biens sur le montant maximal d'adjudication que les gens vont être prêts à payer. Donc c'est souvent des avocats qui ne facturent pas des frais de représentation. Donc c'est des avocats qui attirent beaucoup de gens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne, quand tu vas l'appeler en lui disant, écoute, j'aimerais que tu me représentes, j'aimerais que tu portes en chair pour moi, il va te demander combien tu veux enchérir. T'es pas obligé de lui donner de lui dire la réponse, hein. T'es pas obligé de lui donner la vraie réponse, mais les débutants tombent dans ce piège-là, ils vont donner la réponse. Et donc, je pense que c'est soit les gens c'est soit des avocats qui travaillent avec des gros marchands de biens, et donc ensuite ils vont leur dire, bah, écoute, voici comment les enchères se positionnent pour le moment, ou encore c'est juste un avocat qui veut tout simplement ne pas perdre son temps. Parce que l'avocat, lui, il est rémunéré si tu deviens adjudicataire. Donc là, il va toucher ses émoluments. Il va aussi toucher des honoraires d'avocat s'il les facture. Donc lui, son intérêt, c'est de représenter la personne qui va être en mesure de remporter l'enchère. Donc c'est pour ça que les avocats aiment bien les débutants et parce qu'ils savent qu'ils vont enchérir au-delà de ce qui est raisonnable.
Ensuite, ça, c'est une autre pratique qui est très dérangeante, c'est, les intimidations. Les intimidations ou le fait d'influencer des gens, d'influencer les personnes qui visitent. Donc ça, c'est une pratique que j'ai moi-même observée. Je ne me suis pas fait intimider, mais je me suis plutôt fait influencer, surtout quand je débutais. Donc je vais te donner, un exemple un cas concret. Donc en fait, je visitais un appartement dans le 94. Donc, dans cet appartement, c'était une personne âgée qui souffrait du syndrome de Diogène. Ça veut dire que la personne, en fait, elle accumulait des choses et elle avait en fait un niveau d'hygiène qui était limite. Donc, ça veut dire que quand on rentrait dans l'appartement, premièrement, c'était ultra sombre, il y avait des déchets absolument partout, ça sentait mauvais. Et donc là, il y avait en fait un groupe de trois marchands de biens. Et ces personnes-là, ça faisait peut-être 6 fois que je l'ai rencontré sur des visites. Parce que moi, quand je me lance dans une période d'achat dans les ventes aux enchères, je me bloque vraiment un créneau. Ça veut dire que pendant les vacances, admettons, je ne vais faire que ça. Donc ça veut dire que les marchands de biens vont me voir systématiquement dans les visites. Et sachant que je me positionne, à ce moment-là, je me positionnais sur les biens qui étaient intéressants. Donc je voyais souvent les mêmes personnes. Et donc, ces personnes-là, pendant toute la visite de ce bien-là, n'arrêtaient pas de dire que ça va être un bien qui va se vendre au rabais, que la personne qui va l'acheter va faire une grosse erreur, parce que pour nettoyer ce type d'appartement, parce que tu sais, l'appartement était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de déchets. Donc, ça veut dire que ça demandait en fait un professionnel pour venir cleaner l'appartement. Donc, parce que toi seul, tu peux pas le faire parce qu'il te faut des conteneurs pour enlever tous les déchets en fait. Et donc là, donc moi, je m'étais pas du tout renseigné sur le coût de ces services-là. Donc les personnes disaient que voilà, ça coûtait super cher, qu'il y avait probablement en plus dans l'appartement des problèmes d'humidité parce que quand on rentrait dans l'appartement, on sentait l'humidité et que on peut découvrir plein de choses. Donc les personnes ont fait toute une comédie pour faire peur aux gens et honnêtement, moi-même, j'étais convaincu que voilà, ça vaut pas la peine de se positionner sur cet appartement-là, c'est beaucoup trop dangereux. Et bizarrement, le jour de l'audience, c'est ces personnes-là qui ont acheté. Ils m'ont regardé et ils se sont ris de moi, en quelque sorte, en disant, tiens, regarde, on t'a eu. Mais honnêtement, j'ai pas regretté ce bien-là. Il s'est très bien vendu. Et probablement que les personnes ont fait une excellente affaire. Mais parce que de toute façon, il y avait beaucoup trop d'inconnus. Et je soupçonne que ces gens-là, en fait, connaissaient la personne qui avait déjà parlé à la personne qui vivait dans cet appartement-là. Ils avaient fait leur arrangement en disant, écoute, si on achète cet appartement-là, on va te donner telle somme d'argent et tu pourras quitter, et nous, on pourra récupérer l'appartement. Donc, il y avait quelque chose de louche et je ne me suis pas positionné là-dessus. Mais les gens ont fait une excellente affaire et donc là, moi, je me suis fait influencer. L'autre élément, c'est les biens qui sont achetés, qui sont vendus aux enchères. Et en fait, si tu as envie de te positionner pour une surenchère, bah, l'information n'est pas disponible. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois quand tu vas sur une des plateformes qui vont mettre en vente des biens aux enchères, bah en fait, souvent, quand la vente est passée, quand tu retournes sur l'annonce, bah, il est écrit prix de vente non renseigné ou encore montant, enfin prix de vente non disponible. Mais en fait, c'est une tactique pour éviter que les gens vont venir surenchérir. Donc pour connaître le prix d'adjudication, souvent il faut que tu appelles l'avocat et des fois l'avocat ne répond pas. Ou que tu te rends au tribunal, mais des fois le tribunal il est loin. Donc ça complique les choses. Donc c'est aussi une tactique pour te décourager à surenchérir. Le dernier point, puis là, bah, j'en ai encore plein d'autres à raconter, mais ça fera l'objet d'une partie 2, sinon la vidéo va être trop longue. Le dernier point, c'est les avocats qui te poussent à enchérir. Encore une fois, ça c'est du vécu. Donc, c'était un bien en fait que je voulais acheter dans le 94 et donc c'était un appartement qui me plaisait vraiment. Et donc là, l'avocat avait vu que je le voulais absolument, que j'avais fait mes études, mon analyse, je m'étais fixé mon enchère maximale. Et donc là, à ce moment-là, j'étais vraiment, je commençais à devenir très bon là dans les ventes aux enchères. J'étais en mesure d'identifier le bien, de pouvoir en fait correctement l'estimer, bien calibrer mon enchère maximale. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'avais commencé à bâtir
ma méthode RMDG pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite. Donc, c'est risque maîtrisé et gros gain, où là, en fait, je suis capable de gérer les risques et de déterminer correctement si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Donc là, j'étais plutôt serein sur mon achat maximal. Et donc là, je me rends au tribunal, les enchères commencent, on commence à enchérir, etc. Et donc là, j'arrive, en fait, je pense qu'à la fin, on était trois. Et donc là, il y en a un qui lâche l'affaire, moi je continue. J'étais proche, vraiment très très proche de mon achat maximal. Je pense l'avoir remporté. La personne laisse écouler un peu de temps. Et au dernier moment, la personne surenchérit. Donc là, la personne surenchérit, mais est surenchérit 1000 euros de plus que mon achat maximal. Donc là, mon avocat, l'avocat poursuivant, me regarde, me dit qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on échange et puis là, il me dit, écoute, je suis sûr et certain, si tu remets un 1000 de plus, je suis sûr qu'il va lâcher. Tu as vu le temps qu'il a mis, etc. Je suis sûr et certain, vas-y, franchement, vas-y, moi je te conseille vraiment de mettre un 1000 de plus, etc. Puis là, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai fait non, j'arrête là. Puis là, il m'a regardé d'une manière, mais vraiment déçu, comme si je lui avais fait perdre son temps. Mais moi, je savais exactement où ce qu'il voulait m'amener. C'est que l'autre, il aurait remis un 1000 de plus, puis moi, j'aurais remis un 1000 de plus. Et peut-être que j'aurais surenchéri de 4000 de plus. Et donc là, mon affaire ne marche plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut être serein quand tu arrives dans les ventes aux enchères. Tu connais ton enchère maximale, tu sais pourquoi tu ne dois pas dépasser cette limite-là et être en contrôle de toi-même. Donc, j'arrive à la fin de cette première partie sur les pratiques un peu limites et les pratiques un peu cachées des ventes aux enchères. Je ferai probablement une partie 2, voire même une partie 3. J'ai pas mal de choses à raconter. Mais si tu as aimé la vidéo, like, partage et surtout, n'oublie pas de t'abonner.